Sur la base de Solenzara en Corse, le président français rend visite aux pilotes qui mènent jour après jour d'harassantes missions dans le ciel libyen. Il se trouve bien seul. Cette guerre dont il a fait une affaire personnelle est de plus en plus critiquée. Il y a eu des moments, on voit bien, les médias en particulier, qui au début saluent l'intervention, et puis dès que passent quelques semaines, commencent à expliquer que c'est un échec parce que le temps joue en faveur de Kadhafi, qu'on s'enlise, etc. Bon, il faut résister à cette pression psychologique. Il imagine peut-être un peu plus un scénario d'échec. Comme le dit Sarkozy un jour, c'est ça moi qui me semble le plus frappant. Les Libyens lui disent, à travers vous, Monsieur le Président, nous remercions le peuple français qui tout entier nous a apporté la preuve de sa fraternité. Et Sarkozy leur dit, mais attendez les gars, vous rêvez? Le peuple français, mais non. Sarkozy sait très bien que son propre parti est contre, que le Quai d'Orsay traîne les pieds, que la superstructure du ministère de la Défense, pas les militaires, mais l'appareil, voit ça avec beaucoup de circonspection. Même la coalition s'affaiblit. Les États-Unis, qui n'assurent plus qu'un appui logistique, se mettent à douter de l'issue de l'affrontement. Quand nous avons participé à la première réunion ministérielle, le 14 avril à Berlin, nous sommes rentrés à Washington et nous avons dit « Vous savez, ces ministres des Affaires étrangères se réunissent, mais il serait probablement judicieux de savoir ce que nous essayons de faire, quel est notre objectif. » Et notre idée, et au sein de la communauté internationale aussi, c'était que ça se finirait par un cessez-le-feu, sous l'égide de l'ONU, mais pas par une défaite militaire de Kadhafi. Tunis, base arrière du CNT en charge de l'ouest libyen. Ici apparaît une issue pour peut-être sortir du statu quo militaire. À son origine, deux responsables du CNT. L'un est un généticien revenu du Canada pour soutenir la révolution. L'autre, le patron d'une entreprise de restauration collective qui a accès au tout Tripoli. À l'image de cette révolution hors norme, l'alliance de deux révolutionnaires improbables. C'était un 15 mai exactement. J'ai rencontré Abdelmajid Mlekta. Il m'a dit « Je reviens de Tripoli ». Il y avait passé 2 mois. Il m'a dit « Je dispose d'énormément d'informations sur les forces de sécurité, comment elles fonctionnent. Et j'ai monté un réseau d'espionnage, grâce auquel je crois qu'on pourrait prendre Tripoli. » Tripoli, c'était vraiment le dernier bastion de Kadhafi. Si Tripoli tombe, tout le système s'écroule. On a rassemblé toutes les informations, les nombres d'agents, les voitures, les bases, tout. On les a localisés sur Google Maps, on a tout mis sur une clé USB et on est parti. Nous nous sommes envolés pour Doha pour rencontrer Mahmoud Djibril. Nous l'avons vu dès le lendemain et nous lui avons expliqué le plan. Les Libyens ont résumé leur plan sur un simple PowerPoint. Celui-ci prévoit le soulèvement de cellules dormantes dans la ville, simultanément à des frappes aériennes sur 300 objectifs identifiés par les deux hommes. Ainsi qu'une attaque depuis les montagnes de Nefouza, situées à 150 km au sud de Tripoli et que la rébellion contrôle en partie. Simple, mais impossible sans l'aide des Occidentaux. 2 jours plus tard, les deux Libyens et Mahmoud Djibril rencontrent le président de la République. Il nous a écoutés très attentivement, puis il nous a mis en contact avec son chef des services de renseignement.
C'était la première fois pour moi, avec de si hauts responsables, pour leur expliquer ce qu'on voulait faire. Ça a été une expérience étonnante, parce que nous, on n'avait aucune expérience, aucune compétence dans le renseignement. Et là, on se retrouve face à ces grands généraux à essayer de leur expliquer un plan tout simple. On a fait un exposé et on leur a montré le plan sur un vidéoprojecteur. Toute leur équipe écoutait très attentivement. Ça a duré 7 heures. Ils nous posaient des questions sur le moindre détail, point par point. Et ensuite, on leur a expliqué ce dont on avait besoin pour mettre ce plan en œuvre. On a eu un autre rendez-vous avec le président, après la réunion avec les militaires, et il a accepté. À l'Élysée, les officiels étaient très explicites. Ils disaient « C'est évident, on ne peut pas continuer comme ça éternellement. Kadhafi est très fort, l'OTAN fait de son mieux, mais rien ne bouge. Il faut absolument faire quelque chose. » Je crois que ça a joué en notre faveur, parce que nous, on est arrivés avec ce plan et ils se sont dit « Ok, maintenant au moins on a quelque chose sur lequel travailler ». Difficile d'évaluer totalement les chances de réussite, puisque nous étions obligés de nous en remettre, en particulier sur le quadrillage de Tripoli, à leurs informations. Même si nous, on avait des informations par ailleurs, elles n'étaient pas aussi fiables et aussi précises. Mais si on leur faisait confiance sur les informations, leur plan paraissait tout à fait sérieux. Othman et son camarade feront encore 5 voyages à Paris pour peaufiner ce plan insolite sur lequel reposent les espoirs occidentaux. De longues semaines de préparation sont nécessaires. À partir de fin mai, les Français effectuent des livraisons clandestines d'armes dans les montagnes de Nefouza, clé de voûte de l'opération. Ils envoient aussi des moyens de communication aux cellules dormantes de la capitale. Mais rien ne serait possible sans un allié précieux. Dans un premier temps, on me dit ça, le Qatar finance la rébellion. Et ensuite, des livraisons d'armes. Alors le schéma va apparaître au fil du temps, des armes françaises transférées au Qatar qui les transportaient vers la rébellion libyenne. Un jeu de rémunération de la France pour ces armes qui impliquerait des revenus libyens tirés du pétrole, enfin bon, une sorte de schéma triangulaire. À si haut niveau, côté français, on se sent assez confiant pour dire à une journaliste en off qu'il y a une vraie présence des forces spéciales du Qatar auprès de la rébellion et des Français, des Britanniques, mais me dit-on moins de Britanniques que de Français, voilà. Sur le plan militaire, les Occidentaux entrevoient une solution, aussi lointaine et incertaine qu'elle apparaisse alors. Ce n'est pas la guerre. C'est l'avenir de la Libye, l'après-Kadhafi, qui les préoccupe le plus. Les doutes s'accroissent sur la capacité d'un CNT déjà en proie à des luttes intestines à non seulement vaincre Kadhafi, mais à gouverner demain un pays tout entier. Sujet d'inquiétude, certaines forces combattantes incontrôlées gagnent en importance. En premier lieu, des islamistes radicaux, minoritaires mais bien présents. Autrefois traqués par Kadhafi et les services occidentaux, ces djihadistes se sont aguerris en Afghanistan ou en Irak. Ironie de l'histoire, ils se trouvent maintenant dans le même camp que cet Occident qu'ils combattaient. Une réalité que nul ne connaît mieux que l'ancien chef des radicaux libyens, devenu informateur des services de renseignement de la coalition. J'ai été sous une énorme pression à cause de cette affaire. J'ai participé à des centaines, littéralement, de discussions là-dessus. J'ai été confronté à plusieurs reprises à des détails embarrassants. C'est pour ça que je ne pouvais pas mentir.
Le problème, c'est Al-Qaïda, en tant qu'organisation internationale qui attaque l'Occident partout où c'est possible et tout le temps. Mais là, vous avez un conflit local, avec des djihadistes libyens, mais qui sont nationalistes et qui ne sont pas fichés pour des activités terroristes. Même si ce sont des extrémistes raisonnables. Ça a été très difficile d'en convaincre certains services secrets, certains décideurs. Bien sûr, les gens s'inquiètent, mais nous toujours on dit que ces jeunes-là, ils sont allés en Afghanistan ou en Irak parce qu'ils étaient poussés par Kadhafi. Quand la révolution a éclaté, ces jeunes-là sont les premiers qui sont venus pour défendre leur population, leur père, leur mère, et défendre leur pays. Et dès le début, ils ont dit qu'ils vont accepter le jeu démocratique. La majorité n'était pas des islamistes, je le crois encore aujourd'hui. Qu'ils aient été parfois les plus vaillants, que Elsa Gizli me révèle à la fin de l'aventure comment les types chargés de ma protection sur le fondage d'Abia, c'était une brigade islamiste, ça c'est possible. Cette affaire a complètement désorienté leur logiciel, a complètement cassé, modifié en bien leur vision du monde. C'est-à-dire que ils vivaient sur l'idée reçue, sur le préjugé d'un Occident substantiellement ennemi, qui était enfin, ontologiquement adversaire de l'islam en général. Ben, ils ont découvert un nouveau visage. Un homme symbolise la déroutante donne libyenne. Abdelhakim Belhadj, combattant islamiste en Libye, puis aux côtés des talibans en Afghanistan, allié à Al-Qaïda. Arrêté en Asie en 2004 par la CIA, livré au régime de Kadhafi, emprisonné 7 ans. Il se trouve maintenant à la tête d'une importante faction dans ces montagnes de Nefouza, si déterminante pour prendre un jour Tripoli. Durant notre visite à Doha, en compagnie de M. Abdel Jalil, du ministre de la Défense et de quelques révolutionnaires, j'ai eu l'occasion de rencontrer les chefs militaires des pays de l'OTAN. J'ai même eu une entrevue avec le chef d'état-major de l'Élysée. La rencontre fut transparente. On y a échangé nos avis avec beaucoup de franchise. Vous savez, la question n'est pas d'éliminer l'autre ou de l'exterminer. Il est écrit « Dieu nous a créés différents afin que les uns fassent la connaissance des autres ». Bien sûr, c'était un risque. Et même éventuellement une menace sur l'avenir. Enfin, on avait le choix entre soutenir ce Conseil national de transition et tous ceux qui l'entouraient. Et forcément, dans ceux qui l'entouraient, puisqu'il y avait toutes les forces hostiles au régime, il y avait aussi des forces plus ou moins menaçantes. Mais c'était ça ou Kadhafi, voilà. Alors qu'après, les services de renseignement, ils phosphoraient sur... oui, tout le monde peut se poser des questions, mais ça ne pouvait pas être déterminant. Voilà, mais vous savez, l'histoire est toujours tragique, et la politique, elle est confrontée au tragique de l'histoire. Vous ne savez pas à l'avance ce que les décisions que vous prenez vont avoir pour conséquences. Donc vous évaluez les conséquences, vous faites un pari sur les conséquences. Est-ce que ces gens se battaient d'abord pour le contrôle de leur pays? Ou est-ce que leur motivation principale était approchée islamiste extrême? Chez ceux que j'ai rencontrés, à aucun moment je n'ai détecté d'intention islamiste radicale. Le duel avec Kadhafi se révèle périlleux, l'avenir de la Libye incertain.